sur la région PACA aujourd'hui, c'est notre première expérience. Nous avons voulu voir effectivement le potentiel de la demande sur cette région et nous sommes ravis de voir que vous ayez tant répondu à l'invitation. En tout cas, merci à vous. Ça nous permet de savoir que dans l'équipe commerciale, il faudra peut-être dédier quelqu'un à cette région pour être au plus près de vos demandes, parce que c'est vrai que c'est une région qu'on avait, on va dire, jusque-là un petit peu négligée, mais c'est rectifié à partir d'aujourd'hui. Donc la journée de ce jour, donc la journée d'aujourd'hui, donc l'introduction, ensuite la conférence donc MDSAP, ensuite on aura donc la conférence MDR, IVDR et ISO 13485, la version 2016. À 11h, de 11h à 11h30, donc nous aurons une pause. À partir de 11h30, on reprendra donc pour la formation à la transition. S'en suivra à 13h donc le déjeuner et à 14h la suite de la formation. Et ce jusqu'à 17h45. À tout moment, nous serons là donc pour répondre à toutes vos questions. J'en ai déjà eu quelques-unes donc au buffet du petit déjeuner. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur que fait BSI, est-ce que BSI peut vous aider. Nous sommes justement là aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Alors, donc, je vais vous présenter aujourd'hui globalement qui est BSI, parce que ça fait partie des questions que nous avons souvent. Est-ce que BSI fait seulement du medical devices ou est-ce que BSI fait autre chose? Donc, le but, c'est vraiment très rapidement de vous présenter ce que nous faisons, que ce soit dans le dispositif médical ou dans d'autres secteurs. Donc, très brièvement. Donc, BSI est à l'origine donc, de certaines normes, telles que la norme ISO 9001. Donc, BSI est créateur de normes. Donc, aujourd'hui... Donc BSI est créateur de normes, donc nous sommes vraiment expérimentés dans ce domaine. Nous sommes effectivement aussi, nous ne sommes pas cotés en bourse, donc les bénéfices sont reversés dans l'entreprise pour réinvestir, que ce soit pour des experts ou pour des créations d'autres normes. Nous sommes des spécialistes aussi, que ce soit donc dans les normes, comme je disais, dans la formation, dans la certification, à différents niveaux. Et bien entendu aussi, en termes de réputation, bon, à ce jour, on touche du bois, on n'a pas trop à se plaindre donc, dans ce domaine, puisque nous mettons les moyens pour être vraiment à la hauteur des attentes du marché et des attentes des régulateurs. Donc, certaines des différentes normes, des normes les plus connues, donc créées par BSI. Donc, comme je disais, la norme ISO 9001, qui était à l'origine une norme BS, donc une norme BSI, qui est maintenant devenue une norme ISO. Nous sommes donc on va dire une organisation globale, donc nous avons des représentations partout. Nous ne sommes pas, on va dire, pour le medical device, peut-être pas un organisme français, mais européen, avec des représentations européens jusqu'aux négociations du Brexit. On aura l'occasion d'en discuter. Mais à ce jour, nous sommes encore européens, donc avec des représentations un petit peu partout dans le monde. Les différentes solutions donc, que nous proposons. Donc, en ce moment, on entend, et je suis sûr que ça fait partie aussi de vos concerns, beaucoup de cybersécurité. Donc, la norme 27001 est une norme qui est proposée donc, par BSI. Sur le medical devices, qui est aujourd'hui l'objet de notre journée, la formation également, et donc toutes les autres normes proposées par BSI, certifiées, où BSI donc propose des certifications. Alors, la résilience organisationnelle, en gros, notre croyance, c'est d'aider les organisations justement à être beaucoup plus robustes, donc à se remettre de certains facteurs indépendants ou dépendants de leur volonté, en gros, à se remettre sur pied. Donc justement, nous avons des normes telles que la 27001, la 22001, la 18001, qui permettent justement à l'organisation de, on va dire, de s'auditer, de s'autocritiquer, ou en tout cas de mettre en place des mesures pour anticiper justement un élément extérieur qui pourrait justement impacter l'organisation. Donc la résilience organisationnelle, on va dire, globalement est une croyance de BSI, donc est une valeur de BSI, et à l'intérieur de cette résilience organisationnelle, donc pas mal de normes qui s'y renferment. Donc on aura l'occasion effectivement aussi d'en discuter, où vous pouvez nous poser la question. On vous redirigera vers les experts en fonction des différentes normes. Et enfin, donc BSI en tant qu'organisme notifié.
Euh, Combien d'entre vous savaient que BSI, je ne m'adresse pas du tout à Nexialist en début de table, combien d'entre vous savaient que BSI était organisme notifié? Ah ben ça va, je suis rassurée. Je suis rassurée. J'avais peur parce que, bon, j'ai quand même eu la question, effectivement, de savoir. Parce que c'est vrai que sur le marché, lorsque on tape simplement organisme français, plutôt que organisme notifié en France, effectivement, on peut être un petit peu biaisé. Bien, nous sommes bien organisme notifié. Le numéro donc d'organisme donc de BSI, c'est le 0086 pour ce qui est de BSI UK. Nous avons ouvert, donc, pour anticiper les éventuels impacts suite au Brexit, aux négociations du Brexit qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas anticiper, nous avons donc ouvert un nouvel organisme notifié aux Néderlandes et on aura l'occasion justement de vous communiquer ce numéro de l'organisme néerlandais, donc dès qu'on en saura plus. Sur notre site internet, donc, vous avez toutes les informations sur l'ouverture de ce nouvel organisme notifié. Tout ça pour vous dire que, quelle que soit l'issue des négociations, nous sommes organismes notifiés et nous resterons organismes notifiés. Donc, aucune crainte à avoir, que ce soit pour les clients déjà avec BSI ou pour ceux qui souhaitent ou qui pensent à venir chez BSI, que ce soit en certification initiale ou en transfert. Donc, BSI est un organisme notifié leader du marché. Donc, nous certifions la majorité donc, des gros groupes, des gros groupes en termes de medical devices. Cela ne veut pas dire que nous ne savons pas travailler avec les TPE. PME, nous savons aussi le faire. Nous avons vraiment des compétences en interne diverses et variées. Donc, que ce soit les groupes les plus importants ou les groupes de moyenne taille, nous savons travailler avec les fabricants, donc quelle que soit la taille. En termes de représentation, donc, comme je disais, cela s'applique aussi au département Medical Devices à l'intérieur de BSI. Nous sommes représentés un petit peu partout. Sur la France, donc, nous avons donc, le département commercial, nous avons aussi le département de la planification, donc pour pouvoir permettre aux audits et aux auditeurs français de servir en priorité le marché français. Mais c'est vrai que, par contre, la certification, BSI a choisi délibérément de desservir le monde entier en termes de marquage CE à partir de l'Angleterre. Donc cette charte, juste pour vous montrer que chez BSI, effectivement, différentes équipes en fonction des compétences et de l'expérience industrielle. Donc nous avons donc là, sur cette partie en vert, si je ne suis pas daltonienne, en vert, donc le département, on va dire, IVD, le département orthopédique and dental, le département active implantable, le département general devices, vascular et active device. Le general devices, c'est en gros tout ce qui ne va rentrer dans aucune de ces cases. Donc, comment est-ce que nous recrutons nos experts? Avec une expérience en R&D industrielle, et en fonction de cette expérience, l'expert est assigné à l'un de ces groupes et justement pourra évaluer les dossiers de marquage en fonction donc, de l'équipe à laquelle appartiendra le client. Donc un expert en IVD n'aura aucune chance de tomber sur un dossier orthopédique et dentaire. Ça semble évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, une petite explication justement de ce que renferment les différentes appellations. Donc l'active device, c'est tout ce qui va être électromédical. Et donc le general devices, donc avec les différents animal tissue, drug device, on va dire les produits borderline pour lesquels nous avons des spécialistes en interne. Bien entendu, tous les experts techniques de BSI, donc tous les interlocuteurs pour le marquage chez eux que vous avez, sont des ressources internes de BSI. Et donc, à ces profils techniques, nous avons donc des profils tels que l'animal tissue et le medicinal substance qui viennent s'y rajouter lorsqu'on a des produits combinés où on a besoin, par exemple, de faire une consultation avec les autorités compétentes. Et BSI se retournera naturellement vers le MHRA. Ensuite, si le client le désire, nous pouvons tout à fait travailler aussi avec la NSM. Donc, simplement une charte, juste pour vous présenter un petit peu comment est-ce que les revues se font. Je ne peux pas aujourd'hui annoncer les délais. Toujours est-il qu'en termes de marquage chez eux, Vincent, c'est pas sympa. Simplement parce qu'au niveau des délais, aujourd'hui, comme tous les organismes, nous avons une charge de travail qui est considérable. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de dénotifications, donc on va dire que les organismes un petit peu robustes ont eu justement la demande des organismes qui ont été dénotifiés.
Et BSI a été l'un des organismes qui a accepté, qui a pris donc beaucoup de clients, bien qu'ayant anticipé donc, sur les ressources, il n'empêche que la charge de travail est quand même voilà, à ce jour considérable. Il n'empêche que nous proposons toujours des marquages CE, on va dire, en service standard et des marquages CE avec un service accéléré. Donc le service, que ce soit CE Dedicated ou le service on-site, qui permettent une mise sur le marché beaucoup plus rapide que si c'est le service standard. Les délais en tant que tels, c'est vraiment à discuter au cas par cas, mais sachez simplement que ce service existe encore au BSI. Donc, quel que soit... Tu peux revenir dessus, s'il te plaît. Donc, quel que soit le service donc, choisi pour la revue de la documentation technique ou du design dossier, donc il y a une série, donc une fois que le BSI reçoit la documentation complète bien entendu, il y a une revue, on va dire, exhaustive de cette documentation et ensuite des séries de questions vous parviennent. Et à l'envoi des séries de questions, la pendule s'arrête pour vous permettre de prendre le temps de répondre aux questions. Et bien entendu, ce délai n'étant pas maîtrisé par BSI, ce délai ne rentrera pas dans le délai de certification, d'évaluation qui vous sera annoncé par l'équipe commerciale donc de BSI en fonction du service que vous aurez choisi. Le dedicated a l'avantage pour le délai, non pas pour le délai, mais pour le temps de revue d'être planifié en avance, c'est-à-dire que si vous choisissez le service dedicated, nous nous mettons d'accord, vous nous dites que le dossier sera prêt en février. En février, selon les disponibilités de nos reviewers, cela est planifié dans leurs agendas. Et lorsque la documentation est téléchargée sur le site de BSI, la revue commence automatiquement parce que c'est un dedicated. À l'inverse, le standard, la documentation est envoyée à BSI. Cette documentation arrive dans une file des documentations déjà reçues et en fonction du délai, donc si on est à 3 mois, à 4 mois, cela vous est quand même annoncé et au bout des 3 ou 4 mois, la revue commence effectivement. Donc la première série de questions, la deuxième série de questions aussi qui partent. Et ensuite, lorsque toutes les questions ont été répondues de façon satisfaisante, la recommandation de certification est faite par le Ski Manager, c'est-à-dire le chef de projet BSI, pour ensuite passer donc la décision au panel de BSI, donc en fait 2 panels, donc le Notified Body Review et le Compliance and Risk Review, qui sont les 2 panels internes de BSI, avant la décision finale de délivrance du marquage CE. Mais bon, tout ça, on peut en discuter plus en détail en fonction de votre situation, de la situation de votre entreprise et de vos dispositifs. Les différents services donc, que BSI propose, donc une palette donc, de services. Le marquage CE, donc je répète encore, nous sommes bien un organisme notifié, toujours un organisme notifié à ce jour. Nous proposons, et là c'est vraiment, je prends une précaution, une Regulatory Strategy Review, c'est-à-dire qu'en amont, nous avons la possibilité de faire une revue du dossier de conception. Ce n'est pas un échange de questions-réponses, c'est votre stratégie réglementaire ou votre stratégie de marquage CE, la stratégie clinique qui est proposée à BSI. BSI la revoit et BSI vous donne une réponse sur l'acceptabilité de cette stratégie ou pas. Ça permet justement de pouvoir rectifier ce qui est possible de rectifier avant de s'engager dans une revue, dans un processus de marquage CE, et ça évite d'être retoqué à la fin de la revue. Donc c'est un service qui est disponible, qui n'est pas toujours proposé parce que cela va dépendre justement du dispositif. Si c'est un dispositif avec une substance médicamenteuse, malheureusement, cette revue ne pourra pas s'appliquer parce que la partie médicinale, comme vous le savez, est du fait des agences du médicament et pas du fait de l'organisme notifié. Donc, une fois de plus, c'est vraiment au cas par cas, mais c'est un service qui est disponible. Et donc, le Fast Track, le Dedicated et le On-Site. Donc, la partie ISO 13485, donc avec toutes les ressources internes et externes donc de BSI, dont Sylvie Audier pourra en témoigner. Le CAMDENCAS, qui aujourd'hui on parle plus de MDSAP, puisqu'à l'horizon 2019, ça devrait être remplacé par le MDSAP. Et donc d'autres, on va dire d'autres reconnaissances, d'autres certifications. Donc, exactement. Et le training, et le service, donc les services de training aujourd'hui sur des thématiques beaucoup plus générales telles que le marquage chez l'ISO 13485. Mais Ina Enikova sera ravie d'en dire plus sur notre site internet. Vous avez notre catalogue et le programme des différentes formations qui sont proposées, que ce soit en public, donc dans les locaux de BSI, ou alors dans vos locaux à partir de 4 personnes
bon, nous avons aussi la possibilité de vous délivrer ces formations. Donc des formations donc, sur la transition MDR, IVDR. Ina, c'est à partir de janvier, avril. À partir de janvier ou avril, justement, nous aurons la possibilité de vous proposer donc, ces formations de transition pour vous permettre un petit peu de savoir quelles sont les attentes sous les nouveaux règlements et pour, mettre à jour, et pour vous mettre à jour. Et des topics, on va dire, beaucoup plus spécialistes tels que le MDSAP. Voilà, donc pour la présentation, on va dire, globale de BSI, donc de BSI Medical Devices. Et maintenant, je vais passer la parole à Ina Inikova, qui va donc être la modératrice donc, de cette journée pour vous présenter les différents interlocuteurs ainsi que les différents temps. Je vous remercie, je reste à votre disposition si vous avez des questions pour lesquelles vous avez besoin de quelques éclaircissements. Merci, excellente journée, excellente formation. Bonjour à tous, merci beaucoup Imelda pour cette présentation. Maintenant, je vais passer la parole à deux personnes de Eurobiomed qui vont vous faire en fait un mot de bienvenue. Voilà, donc je voulais remercier au nom d'Eurobiomed BSI de nous avoir conviés à participer à cette réunion. C'est un sujet qui est important pour nous. Alors, Eurobiomed, certains connaissent, d'autres pas. Nous, on est un pôle de compétitivité, donc on est une association qui regroupe un certain nombre d'entreprises du secteur de la santé, dont celle du dispositif médical et du diagnostic in vitro. Et donc, c'est pour nous une opportunité de vous mettre en relation avec un organisme notifié et donc de vous accompagner sur ces sujets, puisque c'est un des services que l'on propose. Excusez-moi. Voilà, donc au-delà de cet événement, les opportunités futures, c'est que ça peut être intéressant pour nous de convier BSI à certains de nos événements sur ce sujet-là. Ils peuvent venir en renfort sur ces sujets. Et c'est aussi pour nous une opportunité de vous informer sur leurs critères de choix, sur leurs critères d'évaluation, et donc d'être un peu l'interface entre les industriels et l'organisme notifié. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne réunion. Merci beaucoup, Monsieur Garnier. Alors maintenant, on va passer à la conférence sur les MDSAP. Donc on va donner la parole à Madame Sigrid Krimer, qui va nous expliquer plus les exigences. So, bonjour everybody. I'm very sorry I need to do this presentation in English because my French is by far not good enough that I could give it in French. So, welcome. I would like to introduce you to the MDSAP presentation here. Well, you see this nice picture. It's actually just a little bit of an introduction of myself. I've chosen this picture. This was actually one of my best racing horses when I was riding for the Austrian national team, because I'm an Austrian myself, so I'm not an English speaker, the native speaker. So my name is Sigrid Krimmer-Quendler. I'm a doctor in biotechnology and a master in nutrition physiology. I'm working since 13 years in healthcare. I'm for BSI 2.5 years as client manager and lead assessor, and I'm the MD subspecialist. I'm very happy to be with you. So, well, when we are talking about MD sub, and we just heard that BSI is a very international company, MD sub is a very international program. So we are in this case, we are going to look onto what is MD sub and how does MD sub work and how does it fit with the other certifications, because this is a little bit of a difficult thing, and what's the status, preparation, and then I'm going to occupy about 15 minutes for questions. I'm going to be around, so whenever there's any questions coming up, you please ask me. So, what is MD sub? When you're looking on the green here,
this is the 5 jurisdictions that are included into MDSAP. MDSAP is an auditing program, medical device single audit program, where the notified body is also auditing for these 5 jurisdictions. And we are talking here about the US, about Canada, about Brazil, about Japan, and about Australia. We have a few observers, as you see, World Health Organization, the APEC. We have a lot of affiliates, the Asians, especially when it comes to Asia, and we have a lot of working groups around here. It's a quite complex thing. This is nothing you need to remember, because our experts, when it comes to sales, are going to tell you exactly what you need to do when you join into MDSAP. The thing that to remember actually is when you have products in Canada, MDSAP is going to be mandatory from beginning of 2019 on. You're going to lose your certification status beginning of 2019, because Canada is going to skip the CAMTCA certificates in 2019, beginning of 2019. So it's absolutely, MDSAP is absolutely mandatory for Canada. Australia, Brazil, the United States, and Japan, they are actually just joining the program, so it would not be mandatory for those. But when it comes to Canada, it's absolutely mandatory. So what's the objective actually? I mean, the objective is that we are trying to support you with a single system for auditing, where we can include all these 5 jurisdictions. So it will be a normal 13485 auditing, as well as the 5 jurisdictions we have here. It's harmonizing the auditing system, but of course it is a 13485 audit plus the 5 jurisdiction with regard to the regulatory requirements. And we have some differences with regards to a normal ISO 13485 audit. I've put this together here. When you look on the customer for ISO 13485, you are our customer, because you are the companies. When it comes to the MDSAP, the regulators are our customers. So which means that we are in reality doing the audit for the regulators. We are auditing you for the regulators. So this is really kind of a difference you would also feel when we are doing the audit. The output on the 13485 would be that you get your certificate. In the MDSAP, you get your certificate, but the regulators get the report. I mean, you're going to get the report as well, don't worry. But the regulators are going to get a quite comprehensive report as well. And every of the regulators that are involved in the program is going to look on the report and is going to check and is going to agree if you are going to get the MDSAP certificate. When we are looking on the 5 jurisdictions, for the US, and I'm going to start on the right-hand side, for the US, we are taking over the routine inspections. It doesn't say that the regulators are not going to come again, but we are going to take it over first instance. So we are going to do the QMS audit for you, and the regulators hopefully are going to trust our reports, and so we are doing these routine inspections. For Japan, we're going to do it for certain product groups. For Canada, as I said, it's absolutely mandatory. So in this case, for Canada, you are not allowed to sell any products from beginning of 2019 on. From 2019 on, without the MDSAP certificate. So you're going to lose all the CAMTCA certificates. So it's absolutely mandatory. For Brazil, it's for the pre-market, post-market. And for Australia, of course, it's part of the assessments. How does it work? I mean, we have 3 levels here. You look on the regulatory authorities, the auditing organizations, that's us, this is BSI. Manufacturers, well, this is you, of course. When we are looking, we are doing the audit for the regulatory authorities. When it comes to non-conformities, it's a discussion between
the two of us. So which means between the manufacturer and the notified body. This is nothing where the regulator is going to be involved. But when it comes to the report, the regulator is going to be involved again. So they are going to see the report, they are going to agree the report. So in this case, it's like a 3-level structure, which is 1 level more than what we had before. But the good thing, we are going to stay in a normal 3-year cycle. Every of the companies who are going to implement MDSAP need to go through initial assessment, which means it's a stage 1 and a stage 2 again. I think that more or less everybody of you had a stage 1 before when it comes to 1345 or to some of the other certificates. We need to go through a normal stage 1, stage 2, then 2 years of surveillance assessment, and afterwards a recertification. And we have a difference because when we are coming on certain non-conformities on a certain level, and I'm going to talk about the level of non-conformities later on, because this is very different on what you know until now, then we are going to come again unannounced within 6 to 9 months period. But I'm going to give you a little bit more information in afterwards. Yes? Oh, stage one assessment, initial assessment is always a stage 1, stage 2 assessment. It would mean that you start the certification. So it's a start of a certification. The stage 1 is a procedure review, and the stage 2 is implementation. And in the normal case, they at least are 4 weeks apart, because when we are finding something in the stage 1, then we cannot directly go into a certification. So which means you need to close your non-conformities until we go into stage 2. So the stage 1 is more or less a document review. It can be for MDSAP, it can be an off-site review, which means that I could have a look on the desktop, but I need to have somebody, of course, on the phone who could help me. And the stage 2 is a record review. So we are looking if you have implemented the system. And it can be quite long. So it's in a normal case, I mean, in my last audits, and I had a few of the MDSAP audits, it was altogether 10 days or so. Yes. No, but it depends, of course, on the size of the company. But I'm going to give you a little bit more information afterwards. So the MDSAP audit is actually a 13485 audit plus the regulatory requirements of the 5 jurisdictions. You have a very good document that can be uploaded from the FDA website, which is the MDSAP companion document. So you can have a look into this, and it's a very good description. It's like the MDSAP Bible in reality. So it really gives you all the 13485 clauses plus the different clauses from the country jurisdictions. So it's a companion document. You do not need to log in or something like this. Just search via Google MDSAP companion document, and you're going to get it. So this is the 13485 plus the 5 country-specific ones. If we have a multi-site company, you're going to get a report for every single site. This is another difference. So it's not like combined reports or whatsoever, so it's for every single site. If we recommend certification, it means that we need to have seen all the sites that are involved into the scope of the MDSAP certificate. And of course, we need to look on on all the applicable processes and jurisdictions. So if you, for example, choose MDSAP for Canada and you are selling in Brazil as well, then we need to include Brazil. So there's no chance to just do it for Canada. It's in all jurisdictions where you are selling. So we cannot leave one of those away. What we can do, if you're, for example, not selling in Australia, then of course we can leave Australia away. But if you are selling your product in one of the jurisdictions, we need to include it in the MDSAP program. So we cannot go 2 ways in this case. So
not MDSAP, plus a normal certification for the other jurisdictions. So it needs to be, in reality, it needs to be all the countries where you are selling your products. Well, program output. It is, for MDSAP, we're having 2 reports. So we have one report, which you are used to. You are used to the typical PSI reports. This is what you are going to get. And the regulators are going to get a separate report, which is a little bit more detailed on the regulatory specifications. But for the certificates, it's actually, you would get a MDSAP certificate beside the normal ISO certificate, because you would need the ISO certificate, of course, for European areas, but you would get a MDSAP certificate for the 5 jurisdictions. So this is what they would request. So FDA and Health Canada and Anvisa and JPOL, they would request the MDSAP certificate. So the MDSAP certificate is covering the same scope than the MD certificate, even larger in the normal case. So it's kind of an extended scope. Because we need to combine all these different regulations into a normal 13485 audit. So when you're looking on all those, you will see it's quite a few, especially when it comes to Brazil. It's quite a few of those, and they need to be included in the audit as well. So we are talking, in this case, we are not talking about a normal ISO audit, we are talking about a regulatory audit in reality, which is in the context of the ISO audit. Some alternative facts, yes, let's go. This is what I said, it's a regulatory audit. The audit report is going to be given to all regulators that are involved. So which means if you involve 4, because for example you're not selling in Japan, but you're selling in the other 4 jurisdictions, all of the regulators are going to get the report. It's very much risk-based. When you're looking on the MDSAP companion document, you will see that risk is one of these areas that is more or less everywhere. So it's really a real risk-based assessment, even much more than the 13485 2016 assessment. We know that for a certain 13485 2016, risk and regulatory is quite often in the ISO standard as well. But when it comes to MDSAP, it's even more risk-based. We are going to review in a 3-year cycle. And as I said, this is probably answering your question here. The stage 1 is discovery, so document control, procedure control, and the stage 2 is the implementation. This is really record control. And I can tell you, I mean, I had a few MDSAP audits where we have reviewed 400 records or something like this. I mean, it was of course large companies, but it's really digging into the records, digging into, did you implement your processes? We are not going to, in the stage 2, we are not going to do a document procedure control. We are really looking into the implementation. And this is why the timeline for the initial audit is divided between the stage 1 and the stage 2. So it's combined one. Record control. For the document control, we're looking on the documented procedures, if you have all the procedures in place. And for the record control, we are looking on if you really have done it. No, because it would be quite a long audit when we are doing it at the same time. At first, we need to see that your quality management system is fit, which means that we are looking on, is the documented procedures there? Do we have everything that is required by the regulatory authorities? But this is more theoretical. And then in the second one, we are going into detail and we are going to dig, okay, are you really doing what you are promising in your documented procedures? No.
Yeah, es ist for MDSAP, we unfortunately we don't have a chance to do it in French. It needs to be. This is a very good question. Thank you very much. We need to do it in English. So it means for MDSAP it needs to be in English because as the Japanese and the Australians and the Brazilians and the Canada is not an issue, but the FDA is involved. We need to have it in English language. Most likely not. I'm trying to qualify somebody who is speaking French language. Yeah. Well, I've not yet qualified anybody who is French language, but I do have something. I'm going to keep this into consideration. Yes. You need to. I think you need to switch on. Thank you. When you decide to sell your product in other countries, for example in the US, and when you are inspected, you have to provide procedures in English or to have a translator. So I think that's It's a strategy of the company. It's definitely. I mean, it was also when it comes to Kamtkas. So Canada. I mean, even though we know that they have the French part and they have the English part, but Canada was always for the inspections requesting English-speaking documents. So in this case, but as we have all the 5 jurisdictions involved, and then thank you very much. It's absolutely sure. I mean, FDA would never accept that we are going to have some other language than English. The same is actually for Brazil. I mean, they have been used to always have English-speaking documents. So. Oh, sorry. If my understanding is correct, document must be in English for inspector, regulator. Yeah. And in the stage 1, you speak about work document used by the operators, used by every day in routine. No, when you're looking into the ISO standard, you always have these documented procedures, and these documented procedures, it's not the work instructions. We are not talking about work instructions here. The record and the document, the control record registered by the operator may be in French. Yes. Yeah. No, it's just for the documented procedures, you know, that are telling the story on how you are dealing with the process. This needs to be in English. I mean, nobody ever. I was beginning of the week. I was in Czech Republic for auditing. Last week I was in Sweden, and they have done it perfectly because it was MDSAP audits both, and they do have their documented procedures in English because they need to, but the working documents, of course, they are going to be in local language because we cannot expect that everybody in Czech of the operators is going to speak English language. The same is for Sweden. The same is in all jurisdictions around. So don't worry about the records and the work instructions. It's just the documented procedures that need to be in English language. But they definitely need to be in English language. So, when we are looking on the companion document, as I said, FDA companion document, you will see that there is 7 chapters. So these 7 chapters is management, then the last one here, which is the improvement part, design and development, production, purchasing, and registration. When we are looking on the stage 1, the stage 2, you see we have differences. So on the stage 1, the chapters we have here, the tasks, this is more or less the documents where the task request that you're going to get a documented procedure. For the stage 2, we have a few more tasks that we need to cover because this is the implementation. You don't need to write it down.
I think, I don't know, I think Ina, we are going to provide the slides afterwards. Okay, yeah. So you do not need to write it down. You're going to get, before an audit, you're going to get a detailed audit plan anyway. And there you're going to have all the tasks, and you're going to have all the clauses of the 13485 standard, so that you can compare what you need to do for stage 1 to stage 2. No, it's the tasks. You have 7 chapters in the companion document. You have 7 chapters in the companion document, and every of the chapters has certain tasks. And the tasks are actually, for us assessors, what we need to do. So it means, look on this, look on this. We are not auditing really according to the tasks. We are auditing, we are trying to do it like a 13485 audit, so we are doing a process audit. We're not looking on the single task, otherwise we are never going to get finished with it, because it's, I don't know, 120 tasks altogether. And these task numbers here is in the chapters, the different tasks. And you can look it up in the companion document. I have it, yes. Okay. So here we have the seven chapters. It's a very special thing when it comes to the MD sub, because in a normal case, I think you are used, when you're getting an audit, you're used that the assessor is going to ask you the question, are you fine with the audit plan, or do we need to switch something? There is no chance to switch something in the MD sub audit, because we need to audit according to a certain sequence, which means management needs to be first, marketing, chapter 2, market authority needs to be second, measurement analysis needs to be third. So we definitely need to go according to the chapters. The only one we can switch a little bit is the purchasing part, as you see, because this is involved in the marketing, in the measurement analysis, in design and development, and in production. So we can switch this a little bit. We always need to keep in mind, when we are auditing, and we are, for example, 2 assessors, we always need to keep in mind that when we are starting with a new chapter, like for example, chapter 3, when we're starting with a new chapter, chapter 2 and chapter 1 need to be already running. So we can, in reality, we can start every chapter if the other one before are really running. It's not like as if we could switch a production in front of measurement and analysis. This was a decision by the regulator, so we need to go in the sequence. As I said, purchasing is a little bit of assumption, because we can put purchasing a little bit earlier, because sometimes you need purchasing in design and development. And so in this case, we can switch chapter 7 to chapter 5. And this is the other thing. We do have minutes we can use we must use for the task. Can use is the wrong expression, so we must use for these tasks. So if you're looking on the different tasks, there's a certain amount of minutes we need to use. So when you're looking, the first time, you know, when I sent the audit plans to the companies, they were kind of, this looks weird. So yeah, I know, because if the management, for example, with 11 tasks, is 5 hours, and suddenly the device marketing, with probably only 1 task here the company is using, is 30 minutes, 28, it looks weird. I can tell you, it looked weird for us when we started with the MD sub audit plans. But we need to stick with these timelines. Not every company needs to have all tasks. For example, when you have production and you don't do any installation or servicing, like this was in the 13485, and this would be a non-application, then these tasks are going to fall away. It's quite many of the multi-site companies, for example, who are not doing any marketing authorization because it's done by the headquarters. So this is going to fall away. So in this case, you would get an Excel sheet from us, and you're going to fill in what you are doing, and we are calculating the time. But as you see, we have 11 tasks for management, and for management, I've never seen any of the calculations where something went away for management,
Because in management, all the tasks are more or less for every company. So when it comes to design development, this is one of those areas. Of course, if you're not doing in design and development, they are going to fall away anyway. But it looks weird,